Bien, ça va, vous êtes là? Oui. Très bien. Donc, alors, on poursuit. Alors, approximation de l'optique géométrique. Donc, il jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a dit l'optique, c'est les sciences de la lumière, si vous voulez. Alors, donc la lumière, on a dit que c'est une onde électromagnétique. On a dit que l'onde électromagnétique, elle était doublement périodique. Il y avait une période spatiale et temporelle. On a dit que ces deux périodes, ou bien, ils étaient proportionnels. Le coefficient de proportionnalité dépend de CTV, c'est la célérité. Dès que la célérité, elle dépend du milieu. Donc, quand on change de milieu, la célérité, il va changer. Alors, on a défini l'indice optique ou l'indice de réfraction par rapport, qui n'est rien autre que le rapport de la célérité de la lumière dans le vide sur la célérité de la lumière dans le milieu considéré. Puis, on a passé en revue un certain nombre de milieux particuliers, à savoir les milieux homogènes, milieux isotropes, milieux dispersifs, et bien sûr, et leurs contraposés, c'est-à-dire milieux non dispersifs, milieux non homogènes, milieux non isotrope. Alors d'abord, c'est la première fois qu'on va rencontrer, donc c'est l'optique, bon, on connaît c'est quoi l'optique, en gros, c'est la première fois qu'on va voir géométrie. Géométrie. Alors je vais commencer d'abord par introduire la notion JIDA, c'est le rayon lumineux. Ça c'est le rayon lumineux. Alors, donc, c'est quoi le rayon lumineux? Alors, en gros, le rayon lumineux, comment faire pour l'obtenir? Alors, si vous prenez, par exemple, un écran opaque, voilà, ça c'est un écran. Si vous prenez un écran opaque, donc ça c'est un écran opaque, ça il ne me laisse pas passer la lumière, et sur cet écran, vous allez usiner un trou. Vous allez creuser un trou, voilà. Un trou d'un diamètre, je ne sais pas, donc ça c'est un diamètre, par exemple, prendre un diamètre, je ne sais pas, D par exemple, diamètre D. Alors maintenant, donc si je fais une vue de profil, donc voici ce que je vais obtenir, hein, vue de profil, donc profil. Et puis maintenant, si vous envoyez un faisceau lumineux, un faisceau de lumière, donc, voilà, de la lumière qui provient d'une certaine source, voilà, ça c'est la lumière. Voilà, donc un faisceau, ça c'est un faisceau lumineux, un faisceau de lumière. Voilà, donc Etchikoshi, ça, l'origine, ça c'est, il vient d'une certaine source. Une lampe, une étoile, le soleil, ce que tu veux. C'est une source de lumière. Et puis il va traverser, bien sûr, à l'arrivée. Alors donc, ce qui va émerger, c'est un faisceau. Donc les dimensions sont imposées par le diamètre de l'ouverture. Voilà, le faisceau qui va sortir. D'accord. Donc voilà, donc c'est un faisceau. Le faisceau qui est arrivé, c'est un faisceau qui était très très large, hein, qui est très très large. Voilà. Et ce qui va sortir de là, c'est juste un petit faisceau. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, la distance de là à là, c'est quoi? Ça, c'est quoi cette distance? C'est avec le diamètre dès que j'ai imposé. Alors maintenant, si on fait tendre D vers 0, on va rendre D très petit. Donc je ne dirais pas 0, mais je préfère D petit. Maintenant, si D elle est petit, alors, donc je vais avoir toujours l'écran vu de. Donc vous voyez le diamètre, comment il est devenu très très petit, tu vois. Et le diamètre, c'est juste la petite ouverture. C'est toujours en vue de profil. Hein. Et puis, vous allez avoir le gros faisceau qui arrive, qui va venir éclairer tout l'écran. Voilà, un faisceau de lumière. Mais ce qui va sortir de là, c'est un tout petit faisceau. Très, très, tout petit faisceau. Petit faisceau.
qu'on va appeler rayon lumineux. Voilà, c'est comme ça qu'on obtient un rayon lumineux. D'accord? Donc, c'est quoi un rayon lumineux? Ben, à ce stade, il y a plusieurs définitions. Ce que je trouvais de plus simple, c'est que le rayon, c'est un faisceau qui est très fin, très très mince. D'accord? C'est un faisceau qui est très très fin ou bien très très mince, comme vous voulez. D'accord? Et on l'appelle rayon lumineux, vous pouvez l'appeler également. Si les dimensions ils sont un peu plus grandes, on parle d'un petit pinceau. D'accord? Alors, le rayon lumineux, normalement, le diamètre, il est très très petit. Et on va l'assimiler dans la suite, dans toute la suite, dans toute la suite, dans toute la suite, hein, le rayon lumineux, hein, le rayon lumineux, le rayon lumineux sera représenté par une ligne. Non. Donc, je vais vous dire, par exemple, voilà, donc ça c'est un rayon lumineux. Voilà. En fait, ça c'est un petit pinceau, il est très très fin, on va dessiner juste une ligne. J'ai dit ici une ligne, pourquoi? Parce que pas nécessairement, ça ne va pas toujours être une ligne droite. Ça se peut que ce soit une ligne droite ou non, d'accord? Mais en général, c'est une ligne, d'accord? Donc, je ne vais plus tenir compte de cette épaisseur-là. De l'épaisseur, je vais l'ignorer, parce que c'est tellement petit, d'accord? Donc, je vais l'idéaliser par une ligne. Donc, toute la suite, pour moi, avec le rayon lumineux, sera représenté par une ligne. Et, autre terme, donc, il y a une remarque, donc le rayon lumineux, qu'est-ce qu'on dit? C'est un petit faisceau qui est très très fin, ou encore, on va voir que le rayon lumineux, en fait, c'est une, une trajectoire, de l'énergie. Hein. D'accord? C'est une trajectoire de l'énergie. Je vais vous une toute petite parenthèse que je vous demandais juste d'oublier par la suite. C'est que dans la description d'Einstein, où il a considéré que c'est comme des photons, la lumière. Donc pour lui, comment il imagine la chose? C'est comme si vous avez un petit photon derrière un autre photon, derrière un autre photon, derrière un autre. D'accord? Ils font la file, d'accord? La queue. Donc, après l'autre. Donc ça, c'est... Ah voilà. Donc pour moi, donc toujours il sera question, donc quand je vais parler, c'est quoi, qu'est-ce que va être l'objet de l'optique géométrique? L'objet de l'optique géométrique, c'est de voir l'allure d'elle à chaque fois d'examiner, de déterminer la marche d'elle, les rayons lumineux. Voilà. Donc l'objet d'elle, l'objet sera par la suite de déterminer, voilà, déterminer la marche du ou bien des, marche des rayons lumineux. Très bien, voilà. Donc, ouais. Bien, alors d'abord, le paragraphe, c'était approximation de l'optique géométrique. Alors là, je vais faire une petite constatation expérimentale. Une constatation expérimentale. On a constaté une chose, expérimentalement. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, en fait, tout à l'heure, qu'est-ce que je vous disais? Je disais que j'avais pris un écran opaque percé d'un trou. Mais le trou, qu'est-ce qu'on lui a fait? Le trou, nous l'avons aminci, on a réduit la taille, très petit. Donc le faisceau de lumière qui arrivait, donc c'est un gros faisceau qui arrive. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Et puis il va sortir un petit faisceau dont les dimensions sont imposées par la taille de l'ouverture. Bon, on peut appeler ça ouverture, on appelle également ça diaphragme. Ça c'est ouverture. On peut appeler ça ouverture. On peut appeler également diaphragme. On appelle aussi fenêtre. Non, il y a plus. D'accord. Alors maintenant,
quand on rétrécit avec l'ouverture, donc le faisceau qui va nous parvenir, voilà, donc voilà. Ben, on remarque que le faisceau qui émerge est un faisceau qui est très très mince, d'accord, et qu'on a assimilé à quoi? Ça c'est quoi? Ça pour moi, ça c'était le rayon lumineux. Si vous voulez, le rayon lumineux pour moi, ça va être l'outil de travail. C'est l'outil indispensable de travail. Dans toute l'optique, il sera question de tracer des rayons lumineux, etc. C'est ça. Alors d'abord, on a une remarque. Je la remarque qu'on a faite, c'est que si le diamètre, avec le diamètre, c'est-à-dire la distance de l'ouverture, s'il devient inférieur ou égal à lambda, si le diamètre de l'ouverture, ça veut dire, lambda, il est de quel ordre? Donc lambda, il est de l'ordre de, donc c'était entre 0,4 et 0,8 micromètres. Donc disons lambda, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 0,5 micromètres. D'accord? 0,5 micromètres. C'est très petit. Hein? Maintenant, si le diamètre de l'ouverture il est égal ou inférieur ou égal, l'expérience, c'est l'expérience qui me raconte ça, l'expérience me fait découvrir une chose un peu bizarre. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le faisceau qui parvient au diaphragme, le faisceau qui va arriver au diaphragme, voilà, où est le faisceau large. Donc, à la traversée, normalement, je m'attendais à avoir ici quoi? Un rayon lumineux, ça veut dire c'est quelque chose qui a été très, très, très fin. Alors, au lieu d'avoir le résultat, l'expérience me fait découvrir que la traversée du diaphragme, dont la taille il est inférieure ou égale à lambda, d'un phénomène qui est un peu bizarre, c'est-à-dire le faisceau, il diverge. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait? Ça diverge. Au lieu d'avoir un faisceau cylindrique très très fin, je vais avoir un faisceau conique. C'est-à-dire que j'ai un faisceau qui est conique. Ça, c'est le phénomène. On va l'examiner après le CC. C'est le phénomène de la diffraction. Ça, c'est le phénomène de la diffraction. Alors, le phénomène de diffraction, on dit qu'on sort du cadre de l'optique géométrique. Donc, on sort du cadre de l'optique géométrique. Alors maintenant, en ce qui nous concerne, nous, alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons restreindre l'étude d'IENA à cet intervalle-là. C'est-à-dire, en ce qui nous concerne, le cadre de l'étude sera le suivant. C'est-à-dire que, dans le cadre, c'est dans le cadre, voilà, donc, dans le cadre de l'approximation, je nous donne l'approximation de l'optique, l'approximation de l'optique géométrique, c'est-à-dire le cadre de l'optique géométrique, où on peut isoler des rayons lumineux. D'accord? Le cadre de l'optique géométrique, on peut isoler, donc tu vois, on peut isoler, c'est ça. On peut isoler des rayons lumineux. Là, ça ne va pas marcher. D'accord? Alors, donc, dans le cadre de l'optique géométrique, les dimensions D, on va prendre des petits, mais les petits, mais suffisamment grands par rapport à lambda. Suffisamment grand par rapport à lambda. Pourquoi suffisamment grand par rapport à lambda? Afin d'éviter le phénomène de diffraction. Phénomène de diffraction, ça c'est quelque chose que vous allez étudier par la suite. Afin d'éviter le phénomène de diffraction. Donc, à dire l'approximation d'optique géométrique. Si quelqu'un vous dit, d'ailleurs, c'est l'approximation d'IENA avec laquelle on va travailler. D'accord? Alors, ça, c'est une hypothèse qu'on va faire tout le temps. Pour nous, l'optique géométrique, il sera examiné dans ce cas de figure, c'est-à-dire le cas où D il est suffisamment petit, mais pas suffisamment petit pour atteindre la valeur de lambda. C'est-à-dire, pour avoir une valeur numérique, un ordre de grandeur. Donc, si vous voulez isoler un rayon lumineux, si tu veux isoler un rayon lumineux,
il faut faire tendre d vers 0. D'accord? Il faut faire tendre d vers 0 de manière à rester tout le temps très supérieur par rapport à lambda. Donc, si par exemple lambda, elle est à peu près égale, c'est 0,5 micromètres, donc on prendra d, par exemple, si à peu près égal à 1 millimètre. Pourquoi 1 millimètre? Parce que d, elle est vraiment petit pour avoir quelque chose de très fin, ou en même temps, il doit être très supérieur à lambda. Ce qui est vérifié fait le cas. Donc, c'est très supérieur à 0,5 micromètres. Allez, je l'ai vérifié. Parce que 1 millimètre, c'est quoi? C'est 1000 micromètres, qui est très supérieur à 0,5 micromètres. Voilà. Donc, il fait le cas de figure, donc je vais vous donner une valeur numérique pour rendre les choses un peu plus visibles. Donc, pour isoler, je reviens le slide précédent. Donc, pour isoler un rayon lumineux, il faut vraiment avoir un diamètre D qui est très très petit, mais pas trop petit. Pas trop petit. Parce s'il est très très petit, donc vous voyez, donc on n'arrivera jamais à isoler le rayon lumineux. On va voir ici une certaine déviation. Le faisceau, il va diverger. Donc il y a de la divergence. Donc il va voir, au lieu d'avoir un truc qui est très très fin, je vais voir ici un faisceau cylindrique. Donc là, je ne veux pas de ça. Donc pour isoler un rayon lumineux, il faut vraiment avoir un D qui est petit, des petits, mais pas trop petits. C'est-à-dire il faut que D soit petit, avec une borne inférieure de lambda. C'est-à-dire qu'ici, pour avoir ça, il faut que vraiment D soit petit, mais très supérieur à lambda. Il est petit, mais très petit, ça veut dire, donc pour fixer un peu les idées, voilà, donc je vous ai donné un ordre de grandeur. Donc, il faut, dès que l'écran opaque, pour isoler un rayon lumineux, ben, ici, il faut mettre un tout petit trou. D'accord? Voilà. Un tout petit trou, mais dont le diamètre se compte de l'ordre du millimètre. Millimètre, 0,1 millimètre, donc ça aussi, jusqu'à 0,1 millimètre, ça peut marcher. D'accord? Pour que vous puissiez isoler à partir d'un faisceau. Bon, ça, c'est le faisceau qui arrive, ça, c'est un faisceau, bien sûr, qui connaît un faisceau cylindrique. Et là, vous allez avoir un petit faisceau, dans la forme d'un petit cylindre, d'accord? Et que je vais appeler, moi, rayon lumineux. Parce que dès que le rayon lumineux, il faut qu'il garde la même section. Si je descends au-dessus de cette valeur, donc il y a d'autres phénomènes, ils vont éclater. Donc, et je vais sortir direct le cadre. Alors, en ce qui me concerne, moi, je vais toujours travailler dans le cadre de l'approximation d'optique géométrique, c'est-à-dire, on va supposer que les dimensions sont très grandes par rapport aux dimensions des longueurs d'onde pour ne pas voir émerger des phénomènes compliqués tels que le phénomène de diffraction. Alors, je passe au paragraphe suivant. Okay. Alors, donc, je crois que je vais trouver. Attends. Je vais demander un nouveau tableau, parce qu'il paraît qu'il ne donne pas plus que 20 pages. Alors, voilà. Donc, okay, là, je vais demander. Il faut que je trouve un nouveau tableau.
Une petite seconde, s'il vous plaît. J'ai un problème là, je vais le régler. Désolé, donc, ça va, donc je reprends. Alors donc, vous m'écoutez, vous êtes toujours là, vous arrivez à voir ce que... Oui, monsieur. D'accord, très bien. Donc, ça fait okay, donc voilà, donc je reprends. Alors, donc, je commence le paragraphe 4, les lois de l'optique géométrique. Les lois de l'optique géométrique. Géométrique. Alors, donc, je rappelle rapidement qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a vu la définition de l'optique. L'optique, c'est l'étude de la lumière. C'est ça, c'est en gros, c'est la lumière. Alors, on a vu qu'est-ce que c'est que cette lumière finalement. On a vu que c'est une onde électromagnétique. Et puis, on a dit qu'elle est doublement périodique. Et puis, on a dit que sa longueur d'onde est comprise entre 0,4 et 0,8 micromètres, ou bien 400 et 800 nanomètres, comme vous voulez. Donc, c'est ça. En gros, on a également parlé un petit peu du rayon lumineux. Hein, c'est quoi un rayon lumineux? Donc, on a fait comment pour pouvoir l'isoler. Et on a parlé de la géométrique. Donc, il y a le jargon, le lexique géométrique, ça. C'est-à-dire qu'il faut éviter le phénomène de diffraction. C'est quoi éviter le phénomène de diffraction? Ça veut dire avoir des diaphragmes qui ont une dimension qui est relativement petite, mais pas trop petite. D'accord? Parce que si on la rend beaucoup plus petite que lambda, donc d'autres phénomènes vont émerger. Bien. Alors, donc, il y a des lois. Comme n'importe quelle discipline, n'importe quelle science, il y a des lois. En mécanique, il y a la loi fondante de la dynamique, donc on trouve aussi ici qu'il y a la loi d'Ohm, etc. Donc, là aussi, il y a des lois. Donc, il y a 3 grandes lois là, qui vont un petit peu cadrer le travail dans sa globalité. Alors, donc, je vais commencer ici par donner les principes. Les principes de l'optique géométrique. Principes de l'optique géométrique. C'est quoi le principe de l'optique géométrique? Vous voulez, qui a le premier principe, bien première propriété, comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que deux rayons lumineux, lorsque deux rayons, donc c'est pas la peine d'écrire ça, donc je vous envoie tout ça. Alors, lorsque deux rayons, lumineux se rencontrent, ils n'interagissent pas. Ils n'interagissent pas. Ça veut dire qu'ils n'interagissent pas. Ben, c'est-à-dire, ça veut dire qu'un rayon lumineux
Alors, un rayon lumineux ne peut être, ouais, ne peut être dévié, par un autre rayon lumineux. C'est-à-dire, si vous avez un rayon lumineux qui arrive comme ça, d'accord? Donc ça, c'est un rayon lumineux. Et là, c'est un autre rayon lumineux. Ben, il n'y a aucun problème. Donc, il n'y a pas d'interaction. Il ne faut pas croire que si vous avez ici un rayon lumineux qui passe comme ça, ben, l'autre rayon, non. Donc, s'il arrive comme ça, donc il trouve déjà celui-là, donc il va changer de direction. C'est comme s'il va avoir peur du premier. Non, la situation, elle est fausse. D'accord? Donc, les rayons lumineux, pas d'interaction entre les rayons lumineux. D'accord? Donc, ils peuvent se chauffer, ils peuvent se rencontrer, ils peuvent être parallèles, etc. Donc, si vous avez un rayon lumineux qu'on a obtenu ou bien qu'on a créé dans une situation bien déterminée, donc le rayon lumineux, ça ne veut pas dire que dans ce rayon lumineux, il y a des frontières où les autres qui vont arriver n'ont pas le droit de traverser, etc. Donc, pas d'interaction. Les rayons lumineux sont indépendants. Ils évoluent dans l'espace d'une manière indépendante. D'accord? Ça, c'est la première propriété. Deuxième propriété. La deuxième propriété. Alors, deuxième propriété, c'est quoi? C'est que dans un milieu qui est homogène, si vous avez affaire à un milieu qui est, homogène, ça veut dire quoi un milieu qui est homogène? Ça veut dire que N dépend de N. Alors donc, la lumière pour aller d'un point A à un point B, mais pour un milieu qui est homogène, et juste pour un milieu homogène, la lumière va emprunter un chemin rectiligne. D'accord? Donc, pour aller de A à B, la lumière, il va traverser une portion d'une droite, ou bien un segment. Ceci sous-entend la chose suivante. Ça sous-entend également la chose suivante. Alors, donc, je vais écrire comme petite remarque. Si le milieu n'est pas homogène, alors, que va-t-il se passer? Alors, pour aller de A à B, la lumière, il va emprunter, pas nécessairement un chemin rectiligne, mais il peut faire un zigzag. D'accord? Donc, pour aller de A à B, la lumière, il va emprunter un chemin rectiligne, bien une portion d'une droite, dans quel cas? Sauf dans le cas où le milieu il est homogène. Si le milieu n'est pas homogène, rien de cela ne va être applicable. Donc, la lumière, il peut emprunter des chemins vraiment bizarres. Troisième propriété, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la chose suivante. Si vous avez deux points A et B, d'accord? La lumière, pour aller de A à B, il va emprunter un chemin. Bon, un chemin, disons par exemple celui-là. Voilà. Il va emprunter le chemin. D'accord? Alors, pour aller de A à B, il va emprunter le chemin. Ça veut dire, ça sous-entend, le milieu que je suis en train d'examiner, c'est un milieu qui est homogène ou bien qui n'est pas homogène? N'est pas homogène. Voilà, un cas général. Parce que si c'était homogène, normalement, pour aller de A à B, il fallait prendre la ligne droite. Alors, donc, la troisième propriété, c'est un peu la chose suivante. C'est que pour aller de A à B, la lumière, il va emprunter un chemin que je vais appeler le chemin C1. C'est un chemin. Et pour aller de B vers A, la lumière, qu'est-ce qu'il va faire? La lumière, qu'est-ce qu'il va faire? Il empruntera le même chemin. Le même chemin. Alors, donc, dans la troisième propriété, donc, c'est-à-dire, c'est on parle également, on dit, c'est le principe, il est connu dans la littérature, c'est le principe de retour inverse de la lumière. Le principe de retour inverse de la lumière. Ça dit quoi le principe de retour inverse de la lumière? C'est-à-dire que pour aller de A vers B, si pour aller de A à B, on emprunte ce chemin, alors pour aller de B vers A,
ben, on va emprunter le même chemin. Donc, le retour, la lumière va prendre le même chemin. Donc, il suffit de changer le sens des flèches. Donc, la flèche, c'est pour indiquer le sens de parcours. Voilà, donc c'est ça ce que ça veut dire, le troisième principe ou la troisième propriété. C'est-à-dire que pour aller de A à B, il faut qu'on emprunte le chemin 1. Pour aller de B vers A, on emprunte le même chemin, on kiffe le sens opposé. C'est comme si vous prenez l'autoroute de Tanger à Casa, donc vous allez sur l'autoroute, donc le retour, vous allez prendre le même chemin. D'accord? Vous pouvez changer de chemin, mais la lumière ne change pas de chemin. D'accord? Donc dans une direction comme dans l'autre, c'est toujours le chemin et le même. Donc ça, c'était les principes. Alors maintenant, on passe, je suis toujours les lois de l'optique. Donc là, je vais commencer, je vois pour B, les lois B, les lois de Snell-Descartes. Bon. Les lois avec S de Snell-Descartes. Les lois de Snell-Descartes, ou encore, ou tout simplement les lois de Descartes. Ou simplement les lois de Descartes. Descartes. Voilà. Alors, donc, d'abord, je vais commencer par un tout petit paragraphe, petit i. Réflexion et transmission. Réflexion et transmission. Je m'explique. Ça veut dire quoi de réflexion et transmission? Qu'est-ce que cela veut dire? On prend deux milieux transparents. D'accord? Voici, il faut bien garder. Donc là, si vous voulez, donc là, ça représente pour moi, ça c'est la position du problème. C'est quoi la position? Position du problème. Qu'est-ce qu'on est en train d'étudier? Faites le paragraphe. Alors, on prend deux milieux. Voilà, donc je prends le milieu, je vous dis les milieux. Ça, c'est un milieu, je vais appeler ça, c'est un milieu 2. C'est un milieu qui est homogène, isotrope et tout ça, d'accord? Et là, c'est le milieu 1. Je dis les milieux. Milieu. Donc, le milieu 1, il est caractérisé par l'indice N1 et le milieu 2 caractérisé par l'indice N2. Bien sûr, je parle ici de l'indice optique, hein? L'indice de réfraction. N2. Bien. Donc, un deux milieux. Bah, si vous voulez, pour fixer un peu les idées, tu peux imaginer, en haut, ça c'est l'air, et là c'est l'eau. Maintenant, pour fixer les idées. Ou bien l'huile et l'eau. De toutes les façons, on a affaire à deux milieux qui sont transparents, bien sûr. Je ne veux pas dire le fer et le sable ou quelque chose comme ça. Alors, on constate expérimental. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que lorsqu'un rayon incident qui arrive, voilà, donc ça c'est un rayon qui arrive du milieu 1, il vient d'une certaine source. Hein? Bien sûr, il y avait un grand faisceau, puis on a isolé par le diaphragme pour avoir, ça c'est un rayon qui arrive, on l'appelle le rayon incident. Il va venir frapper de la surface de séparation, qu'on appelle également frontière. Ça, on appelle ça frontière également. Ça, la surface qui sépare juste les milieux. Le milieu 1 et le milieu 2. On a envoyé un rayon ainsi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a constaté expérimentalement que ce rayon incident, il fait apparaître un rayon que je vais appeler un rayon réfléchi. Voilà, il y a un rayon qui va revenir, et puis un rayon qui va entrer, qui va être transmis. Voilà. Nous constatons que lorsque vous envoyez un rayon incident vers une frontière, les milieux 1 et les milieux 2, on voit émerger un rayon, ça c'est un rayon réfléchi, et puis il y a un rayon transmis. Donc, vous avez deux rayons. Hein. Donc, les flèches, ils indiquent le sens de propagation. Donc,
Le rayon qui arrive à la frontière, il va donner naissance à deux rayons, mais qui s'éloignent. Le rayon réfléchi, il s'éloigne de la frontière, en restant dans le même milieu de départ, et le milieu 1. Et puis, l'autre rayon, c'est un milieu qui va s'éloigner de la frontière, tout en restant dans le milieu 2. C'est ça l'idée, en gros. Alors, les définitions, je vais associer, regardez, je vais tracer une droite, ça c'est une droite virtuelle, ça c'est une droite virtuelle, comme ça. La droite que je vais dessiner, elle est perpendiculaire à la surface de séparation. Alors, la droite, on l'appelle la normale. Ça, on appelle ça la normale. La normale. La normale, je la normale. La normale, c'est une droite qui est perpendiculaire à la surface. Vous voyez le symbole, Naya? La normale, c'est une droite qui est perpendiculaire à la surface de séparation. Faites le point. Alors, en plus, aide le point, tu vois, aide le point, que je vais appeler le point I. Pourquoi on l'appelle le point I? C'est le point d'impact, c'est-à-dire c'est là où le rayon incident va venir frapper ou bien percuter ou bien buter à de l'interface, le point I. Alors I, c'est le point d'impact, mais on l'appelle, dans la littérature, on l'appelle le point d'incidence. D'accord? Vous voyez pourquoi le blabla? Pour revenir et dire que la normale, elle est perpendiculaire à la frontière, en I. C'est-à-dire faire le point I. On va voir. Donc, c'est le schéma. C'est ça le schéma. C'est ça le schéma en cours. Donc, c'est le schéma sur lequel nous allons baser pour énoncer les lois de Snell-Descartes. Donc là, je n'ai pas encore donné de schéma. Ça, j'ai juste partagé avec vous une constatation expérimentale qui fait que un rayon incident qui va venir frapper une surface, il va donner naissance à un rayon réfléchi, un rayon transmis. C'est tout. Alors, maintenant, les lois de Snell-Descartes. Alors, pour les lois de Snell-Descartes, ils sont, donc les lois avec S, c'est pluriel. Donc, je commence par la première partie qui est les lois. Les lois de la réflexion. Loi de la réflexion. Alors, je vais mettre ici entre parenthèses, loi de la réflexion dioptrique et métallique. Métallique, c'est-à-dire, je reviendrai. Alors, qu'est-ce qu'il dit de la loi de, c'est la loi de Descartes que vous allez, ça c'est un cours que vous allez voir par la suite, vous allez faire la démonstration. Mais Descartes, ils ont remarqué, ils ont observé ça expérimentalement. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que si je prends par exemple, voilà, donc c'est quoi ça? Je vais dessiner en perspective. C'est quoi ça? Il y a la frontière. La frontière, les quatre séparés, en haut le milieu 1 et en bas le milieu 2. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner, ça c'est quoi? Ça c'est la normale. Voilà, normale, ce point-là, c'est le point qu'on avait appelé tout à l'heure. C'était quoi? C'était le point I. Ouais, le point I. Alors, et puis, je vais prendre le rayon incident. Ah, ouais, avec le rayon incident. Hein. Le rayon incident. Donc, ça, c'est pas la peine de réécrire tout ça. Alors, donc, ça, c'est le rayon incident, et ça, c'est la normale. Alors, je vais définir la couleur que je n'ai pas encore utilisée, ça, la couleur, regardez. Je vais définir le plan. Alors, on appelle ça plan d'incidence. Ça, c'est le plan d'incidence. C'est quoi avec le plan d'incidence? C'est quoi le plan d'incidence? Eh bien, le plan d'incidence, c'est le plan
c'est les plans formés par le rayon incident. Et la normale. Le rayon, très bien. Le rayon incident et la normale. Et dès qu'il sera le plan, c'est ce qu'on appelle le plan d'incidence. Tu vois? Bien. Alors, donc ça c'est le rayon incident. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit les lois de Descartes sur la réflexion? Donc, il y a deux idées. La première idée, c'est que le rayon réfléchi appartient au plan d'incidence. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de dessiner le rayon comme ça. N'importe quoi. Non. Il doit rester dans ce plan. Le deuxième point, c'est que l'angle d'incidence égale à l'angle de quoi? De réflexion. Voilà. Je crois que vous connaissez déjà ça. C'est-à-dire que le rayon réfléchi, il va remonter comme ça, tout en restant sur le même plan. Les deux, ils sont dans le même plan. Ou les angles, ils doivent être identiques. Je te montre des angles. Je parle de cet angle-là. Les I1, ça c'est l'angle d'incidence. Ou l'angle là, ça c'est l'angle de réflexion. C'est-à-dire qu'en gros, je vais avoir I1 est égal à l'angle I1'. Tu vois? Donc, il y a deux idées à relater. La première, c'est que le rayon incident, donc en gros, le rayon incident, le rayon réfléchi, d'accord, et la normale, ça, ils appartiennent tous les trois au même plan. Donc, c'est le plan d'incidence. Deuxièmement, il faut que l'angle que fait le rayon incident avec la normale doit coïncider exactement avec le rayon qui fait le rayon réfléchi avec la normale. Et d'où ça, ce sont les lois de Descartes sur la réflexion. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse. Alors, toute petite remarque. La petite remarque, c'est que la réflexion peut être obtenue de deux manières différentes. Soit vous mettez ici, comme je viens de le proposer ici, le milieu 1. Donc, vous avez un rayon qui va arriver incident, ça c'est normal. Ou bien, qui connaît le milieu 1, mais là en bas, on va voir ici un miroir. Là, ici, on va voir un miroir. Alors, le miroir, vous allez avoir un rayon réfléchi et un rayon incident, un rayon réfléchi. Donc, les lois de Descartes sur la réflexion, les lois de Descartes pour la réflexion, il ne fait pas distinction entre les deux. Que vous ayez un miroir ou bien deux dioptres différents, alors, la surface qui est séparée de deux milieux d'indices différents, la frontière, on l'appelle ici un dioptre. Et ici, il s'agira donc là d'une réflexion dioptrique. Ça, c'est une réflexion dioptrique. Ça, c'est un miroir. Donc, ça, c'est un miroir. Donc, qu'est-ce qu'on indique? Une réflexion sur un miroir. Ou bien on parle d'une réflexion métallique. C'est une réflexion métallique. C'est pourquoi tout à l'heure, tout au-dessus, le titre, j'écris loi de réflexion dioptrique et métallique. Donc, il donne les lois de Descartes sur la réflexion. Il marche que votre réflexion s'obtienne en subissant une réflexion sur le miroir ou encore une réflexion sur un dioptre. C'est-à-dire vous aurez toujours les trois rayons, incident, normal, etc., réfléchi, et puis vous allez toujours avoir l'angle I1 doit coïncider avec l'angle I1'. Vous allez toujours avoir I1 égale à I1'. C'est-à-dire que les deux cas de figure, les deux angles, ils doivent coïncider. Donc, chaque fois que vous avez à faire une réflexion, qu'il s'agisse d'une réflexion dioptrique ou bien d'une réflexion métallique, les lois de Descartes sur la réflexion gardent la même signification. Alors maintenant, Descartes, pour compléter le formalisme de Descartes, donc il faut passer maintenant
deuxième loi de Descartes, c'est les lois de Descartes sur la réfraction. Loi de la loi de la réfraction. Réfraction ou encore transmission. Transmission. Alors, qu'est-ce qu'il dit, cette loi? Je l'explique. Maintenant, nous allons nous intéresser au rayon transmis. Donc, je vais dessiner la surface qui va séparer les deux milieux. Et puis, je vais dessiner, comme tout à l'heure, le plan d'incidence. Ça, c'est le plan d'incidence. Le plan d'incidence, la définition d'Hiroshima, c'est la normale. Quoi encore? Et puis, vous avez là le rayon incident. Alors, le rayon incident. Voilà. Ah, c'est le rayon incident. Donc, ça, c'est le rayon grand RI, le rayon incident. Ça, c'est à la droite, ça, c'est la normale. D'accord? Et puis, nous allons nous intéresser à quoi? Au rayon ref. Mais j'ai réfléchi comme tout à l'heure, non? Ça, on va l'ignorer. Nous allons nous intéresser au rayon transmis. Le rayon transmis. Alors, donc, le rayon transmis, donc voilà, ça c'est le rayon, c'est le rayon transmis. Alors, on utilise soit le vocabulaire de le rayon transmis, ou encore le rayon réfracté. C'est la même chose. Donc, quand tu dis la réfraction, c'est la transmission. Alors, qu'est-ce qu'il dit, la deuxième loi de Descartes? Il s'élance de la manière suivante. Il dit encore que le rayon réfracté, c'est-à-dire transmis, le rayon réfracté appartient au plan d'incidence. Et puis, vous avez l'angle d'incidence, et l'angle de réfraction, l'angle de réfraction ou de transmission sont reliés par, donc je vais faire un schéma, voilà, notre schéma, donc voilà. Donc c'est quoi ça? Ça c'est la frontière, le milieu N1, le milieu N2, et le plan de tableau, le plan de l'écran, c'est le plan d'incidence, voilà. Ça c'est la normale. Et puis je vais prendre avec le rayon incident. L'angle, c'est ce qu'on appelait l'angle d'incidence. Et puis là, vous allez avoir le rayon réfracté au transmis. Ça, c'est l'angle de réfraction. Il y a le rayon réfléchi, on ne s'intéresse pas pour l'instant. Alors, donc, qu'est-ce qu'il dit la loi de Descartes? Qu'est-ce qu'il dit? Réfracté, la normale et incident, c'est le même plan. Et puis encore, vous avez la relation. Les deux angles, ils sont reliés par la relation. N1 sinus I1 est égal à N2 fois est égal à N2 fois sinus I2. Voilà. Ah, les lois de Descartes. Pour la réfraction. Donc, quelle loi de Descartes pour la réfraction ou quelle loi de Descartes pour la réflexion? Donc, il y a les lois de Descartes. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse. Alors, la frontière, elle dit, c'est quoi la frontière? Qu'est-ce qu'on appelle la frontière? La frontière, les quatre séparés, deux milieux d'indices différents. Dioptre. Exactement, donc on appelle ça un dioptre. Une conversation, pardon. D'accord, donc je viens de voir vos questions. D'accord, donc il y a qui a demandé c'est quoi la normale. La normale, c'est une droite qui est perpendiculaire à un plan. C'est un normal. Donc il y a de la droite verte. La droite verte, ça c'est une normale, parce qu'il y a un angle droit. Voilà, donc, autre question. D'accord, ok. Bien. Alors, donc, Idenea, ça c'est quoi ça? On a dit c'est un dioptre. On appelle ça un dioptre. Un dioptre, c'est-à-dire c'est une surface, les quatre séparés, deux milieux d'indices différents. Alors, mais une généralité. Une généralisation, c'est mieux.
La généralisation. Alors, faites bien attention. La généralisation, c'est qu'en général, le dioptre, pas nécessairement, va avoir la forme d'un plan. Donc, je peux avoir une situation de la sorte. Tu vois? Donc, ça, c'est un dioptre. Un dioptre quelconque. Ici, c'était un dioptre, le dioptre plan. Mais vous avez remarqué, je n'ai jamais dit qu'il s'agit d'un plan. C'est vrai que je dessine comme un plan parce que c'est le cas le plus simple. ولكن في le cas général, le dioptre ماشي بالضروري يكون un dioptre plan. Le dioptre, c'est une surface des 4 séparée de milieux d'indices différents. Ça veut dire en haut, vous allez avoir N1 et au bas, vous allez avoir N2. Mais de la surface, si je prends par exemple l'air et l'eau, la surface de la mer, il n'est pas parfaitement plane avec les vagues et tout ça, donc il peut avoir une forme courbée. Maintenant, comment on va appliquer la loi de Descartes? C'est-à-dire, si vous avez un rayon qui va arriver comme ça, un rayon comme ça, le rayon incident, comment on va appliquer la loi de Descartes? Alors, à ce moment-là, il faut que tu définisses la normale. La normale, la normale, c'est la perpendiculaire de la surface en I. Tu vois? Et donc, l'angle, cet angle-là, ça, c'est l'angle I1. C'est l'angle d'incidence. Tu vois? Et donc, par la suite, tu vas avoir quoi? Tu vas voir le rayon, par exemple, réfracté. Bon, il peut avoir de la forme comme ça. Mettez-le. Voilà. Et ça, c'est l'angle de réfraction, bien de transmission. Tu vois? Donc, et si par exemple, vous allez avoir un autre rayon qui va arriver, je ne sais pas, il arrive comme ça. Hein. Je vais te demander, allez, tracez-moi le rayon réfléchi. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redessiner la normale jdida. C'est-à-dire, c'est la perpendiculaire en ce point. D'accord? Et puis, tu continues, puis tu appliques les résultats. Donc, à le rayon, etc. Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure, tout au début, là, la position du problème, j'avais utilisé le mot, je ne sais pas si vous avez fait attention, je vous ai dit. Regardez, ici, là, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit la normale, de la droite verte, c'est la normale à la frontière en I. J'ai écrit en I majuscule. Faites le point I. Parce qu'en fait, si tu changes le point, tu vas voir une autre normale. D'accord? Donc la normale, c'est une normale locale. En chaque point, tu vas voir de la normale. Voilà, donc, les lois de Descartes, ils peuvent s'appliquer même si la surface, c'est les... Même si la surface, maintenant, si vous avez, je peux prendre un autre cas, maintenant, vous allez avoir un dioptre sphérique. لا لا Maintenant, vous avez ici le milieu N1, le milieu N2. D'accord? Et puis, si vous avez un rayon qui va arriver, comme ça, alors, le rayon, alors, comment tu vas faire? Alors, il faut redessiner la normale. La normale, je n'ai la normale. C'est pas la sphère, les choses ils sont simples. Parce que la normale, c'est la droite qui passe par le centre ou être le point. Donc, il ne peut être que cette droite. Voilà, c'est le rayon. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça représente ça? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est l'angle d'incidence. Et puis, ça va vous donner, je ne sais pas, par exemple, vous allez avoir le rayon réfléchi, il va avoir de la forme, dit. Mettez-le. Donc, ça, c'est l'angle I2. I'1, pardon. Rayon réfléchi. Et donc, ça, c'est un dioptre. Et là, ça, c'est un dioptre. Mais ça, c'est un dioptre sphérique. Ça, c'est un dioptre sphérique. D'accord? Donc, les lois de Descartes, ils restent valables, quelle que soit la surface, les quatre séparés, les deux milieux. Très bien. Alors, d'abord, je vais continuer la démarche. Je vais parler de l'angle. Oui, on va faire une petite remarque. Donc, je reviens. Donc, milieu N2, milieu N1. Donc là, j'écris loi de Descartes pour la réfraction. Comme ça. Par exemple, voilà, donc ça c'est le rayon, ça c'est sur droite. Hein.
Donc, là, vous allez avoir, donc, l'angle, ça c'est l'angle I1, ou l'angle là, ça c'est l'angle I2. Qu'est-ce qu'il dit loi de Descartes sur la réfraction? Ben, il dit que N1 fois sinus I1 est égal à N2 fois sinus I2. C'est-à-dire que sinus I2 sur sinus I1 est égal à N1 sur N2. Donc maintenant, si par exemple, si vous avez N2, elle est supérieure à N1, si, alors, ça veut dire, vous allez avoir que sinus I2 va être inférieur à sinus I1. Ce qui veut dire, la fonction si est une fonction qui est croissante, entre 0 et p demi, alors ça veut dire que I2, elle est inférieure à I1. C'est ce que j'ai fait là. C'est ce que j'ai fait là. On a fait le schéma, tu vois. Donc, itinéraire, tu regardes la figure et tu peux déjà trancher. D'accord? Tu peux déjà trancher et dire que voilà, donc là c'est 1. Ça c'est l'angle I2. Ouais. Donc, si vous avez N2 supérieur à N1, donc vous voyez, donc c'est-à-dire que on dit que le milieu 2 est plus réfringent. Plus réfringent. Ça veut dire quoi, le milieu 2 est plus réfringent? Ça veut dire que la normale, hein, ça veut dire que N2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que N2 elle est supérieur à N1, est plus réfringent que 1. Que le milieu 1. Tu vois? Si je te dis que le milieu est plus réfringent que le milieu 1, ça veut dire que N2 est supérieur à N1. Voilà ce que ça veut dire. Et si je te dis que le milieu 1 est plus réfringent que le milieu 2, ça veut dire que N1 est supérieur à N2. Alors, lorsque le milieu 2 est plus réfringent, ça veut dire quoi il est plus réfringent? La conséquence, c'est que I2 est plus petit que I1. C'est-à-dire que, plus petit, c'est-à-dire que le rayon réfracté est plus proche, il est plus proche de quoi? Des normes. De la norme. Très bien. Donc, quand on augmente la réfringence, ça veut dire quoi augmenter la réfringence? C'est-à-dire vous augmentez l'indice N. Quand vous faites augmenter l'indice N, ça veut dire les rayons, ils s'approchent de plus en plus de la normale. C'est ça ce que cela veut dire. Alors, dans ce cas de figure, bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on pourra tirer de cette relation. Hein. La première des choses, c'est que I1 et I2, ils sont proportionnels. D'accord? C'est-à-dire, si I1 augmente, ben I2 le fait aussi. Ils sont proportionnels. Donc, puisque N2 est supérieur à N1, I1 est toujours supérieur à I2, quel est le premier de ces deux angles qui va atteindre la valeur de pi demi? D'accord? Car, bien sûr, avec N1 inférieur à N2, et donc I1 supérieur à I2. D'accord? Donc, quand je vais augmenter un angle, l'autre, il va augmenter également. Donc, lequel de ces deux qui va atteindre la valeur de pi demi le premier? C'est I1. Donc, si I1 atteint la valeur de pi demi, donc la loi de Descartes, qu'est-ce qu'il va s'écrire? Ben, il va s'écrire, c'est N1 fois sinus de pi demi. Réponse qui c'est oui, N2 fois sinus de I2. Regardez avec I2, il va garder la valeur, on va l'appeler, c'est I2 limite. I2 limite. C'est-à-dire que le sinus de I2 limite, on voit c'est N1 sur N2. Et donc, I2 limite, c'est arc, c'est des fonctions inverses, arc sinus de N1 sur N2. Ça veut dire, si j'essaie de faire un petit schéma, vous allez avoir là, ça c'est le dioptre, là, c'est la normale. Regardez, c'est quoi l'angle d'incidence? L'angle d'incidence, c'est P demi, tu vois. Hein? Alors, ça, c'est P demi. Hein? I1 est égal à pi demi. Alors, lorsqu'I1 est égal à pi demi, l'angle, le rayon réfracté, l'angle, c'est le I2 limite. C'est le I2 limite. C'est quoi le I2 limite?
Le I de limite, vous voyez qu'on dans la littérature, I de limite, c'est ce que j'ai écrit le titre. Voilà, où il est, je ne l'ai pas écrit. Je ne l'ai pas écrit. D'accord, attends, voilà. I de limite, c'est quoi? Ben, I de limite, on l'appelle, ça c'est l'angle de réfraction. C'est l'angle de réfraction limite. Ça fait. On ne peut pas avoir un I2 plus grand que ça, parce que ça c'est le top. Voilà. Donc I de limite, c'est l'angle qu'on obtient lorsqu'il y a 1 égale à pi demi. Et c'est tout. Voilà, donc l'angle de réfraction limite. Alors d'abord, nous allons examiner un autre cas. Tout à l'heure, c'était N1, on a N1 ou N2, avec N1 était inférieur à N2. D'abord, le cas contraire. Si N1 est supérieur à N2, alors à ce moment-là, je vais avoir toujours I1 inférieur à I2. Alors, il est N1 inférieur à I2, qu'est-ce que cela veut dire? Ben, ça veut dire que quel est le premier angle qui va atteindre la valeur pi demi? C'est I1 ou I2? Ben, c'est I2. Donc, si I2 est égal à pi demi, alors en fait, on va dire qu'on a un N1 fois sinus de I1, I1 limite, est égal à N2 fois sinus de pi demi. Et donc, sinus de I1 limite, parce qu'on y a, c'est N2 sur N1. Et donc, du coup, il vient que I1 limite, c'est arc sinus de N1 sur N2. Alors, à ne pas confondre avec l'Agra, parce que c'était... Monsieur N2 sur N1. Voilà. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, c'est N2 sur N1, effectivement. Donc, tu vois, ça c'était N1 sur N2, là, ou ici, ça c'était N2 sur N1. C'est la différence. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, déjà, j'ai un tracé. Ça c'est N2, ça c'est N1. Ça c'est la normale. La normale, elle est importante. Je dessine le rayon incident. Ah ouais, le rayon incident. Donc, par exemple, vous allez avoir, ça c'est I1 limite. Alors, lorsque le rayon incident, il fait un angle I1 limite, donc il compte la valeur de le rayon réfracté, le rayon réfracté, il dit comme ça. Ah. Donc, on arrête qu'on a I2 égale à quoi? À pi demi. Voilà. Donc, les angles I1 limite, I2 limite, il faut voir, c'est l'angle qui correspond lorsque l'angle conjugué atteint pi demi. C'est ça. Alors, d'abord, la signification. Parce que les moyens, maintenant, la signification. La signification. La signification de toute cette histoire. Je la signification. Je le morceau. Alors, en général, faites bien attention. Alors, en général, un rayon incident il fait émerger ou bien il fait apparaître à la fois un rayon réfléchi, et un rayon transmis, ou encore réfracté. C'est comme ça. Alors, donc le rayon incident, il fait apparaître un rayon réfléchi, un rayon transmis. Je m'explique. Si vous avez N1, elle est inférieure à N2. J'examine le cas. Je vais examiner le cas. Alors, normalement, ça c'est le dioptre, ça c'est N1, ça c'est N2, et ça c'est la normale. Donc, vous allez avoir un rayon
réfléchi, incident, pardon. Ça, c'est I1. Ou ça va vous donner quoi? Un rayon réfléchi, I1' qui est égal à I1. D'accord? Et en même temps, vous allez avoir ici un rayon transmis, ou la réfracté, que je vais appeler I2. Alors là, on peut remarquer que si, vous allez me dire, mais pourquoi tu as dessiné I2 plus grand que N? Je vais vous dire pourquoi. Parce que si N1 inférieur à N2, donc j'ai vu en haut, ceci implique que I1, elle est supérieure à I2. N1 inférieur. N1. Alors, donc, N2. Pardon, j'ai inversé N1. Je m'excuse, je dois corriger N1. Le sens de l'égalité, l'inégalité, je dois la rectifier. Donc, je vais supposer N1 supérieur à là pour avoir ici, là aussi. Donc, je vais avoir ici I1 inférieur à I2. Donc, il faut mettre dans la tête, c'est que la loi de Descartes stipule que, que N fois sinus I, elle dit qu'est-ce qu'on une constante. Donc, si il augmente, N doit diminuer pour que le produit reste constant. Et inversement, si N augmente. Donc, quand je dis N1 est supérieur à N2, ça veut dire que I1 doit être inférieur parce qu'ils vont le sens, ils évoluent le sens opposé. D'accord. Donc, vous voyez, donc c'est ça. Donc, il donne le rayon incident, qu'est-ce qu'il me fait apparaître? Un rayon réfléchi, un rayon transmis. Ça, c'est le cas général. Ça, c'est général. Bien. Alors, donc, le rayon, la réflexion, elle est gouvernée, la réflexion, elle est gouvernée par la loi de Descartes sur la réflexion. Ou elle est gouvernée par la loi de Descartes sur la réfraction. D'abord, si I1 est égal à I1 limite. Donc, le schéma qu'est-ce qu'on va voir? Vous allez avoir ici, ça c'est la normale. Vous allez avoir ici, c'est le rayon incident, voilà. D'accord? Et là, vous allez avoir le rayon 1, et là, vous allez avoir ça. Alors, ça c'est quoi ça? Qui peut me dire c'est quoi de l'angle? Qui peut me dire de l'angle? Très bien, ça c'est I1 limite. Donc, ça c'est P demi. On est exactement à obtenir I1 limite. Parce que le rayon réfléchi et incident, ils font le même angle avec la normale. Ça, c'est I1 est égal à I1 limite. D'abord, je vais passer à autre chose. Donc, non, je vais passer à autre chose. Si, par exemple, oui. Monsieur, je n'ai pas su pourquoi n sinus I égale à une constante. D'accord, voilà. Chauffe. La loi de Descartes, qu'est-ce qu'il dit? Donc, vous avez, par exemple, un milieu d'indice N1. On a un milieu d'indice N2. Donc, il est rédigé comme ça. I1, I1 connaît I2. Quelle est la relation entre les angles? C'est N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Très bien. Supposons que j'ajoute un autre milieu derrière. N3. Je vois un l'angle I3. Quelle est la relation entre les deux? L'angle là. C'est I2. I2. Donc, quelle relation existe entre I2 et I3? C'est N2 sinus I2 égale à N3 sinus I3. Donc, si j'ajoute un autre milieu, N4.
Donc, il y a I4. Quelle relation entre I3 et I4? C'est N3 sinus E3 égale à N4 sinus E4. فهمتي؟ Donc, ça veut dire si vous avez plusieurs milieux, ça va rester toujours n fois sinus I, il va rester constant. Tu vois? Quand on change de milieu, c'est toujours. فهمتي المعنى ديالو؟ Oui, d'accord, monsieur, merci. Donc, voilà. Donc, si vous avez, donc c'est comme une généralité. Donc, c'est comme si tu appliques des cartes de réfraction plusieurs fois. Vous avez plusieurs milieux. Bon, donc, je reviens là. Je ferme la parenthèse. Donc, c'est le cas que je vais écrire à votre avis. C'est le cas que je vais écrire. Qu'est-ce que je vais écrire ici? Si N2 supérieur à... Non, je fais toujours le paragraphe. La règle les angles. Si I1. Si I2 égale à I2 limite. Non. Supérieur à I1 limite. D'accord? Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir? On ne va pas avoir une réfraction. On ne va pas très bien. C'est-à-dire que tu vas voir derrière comme ça, et tu vas voir comme ça, ou l'angle là. C'est quoi cet angle-là? C'est I1 qui est supérieur à I1 limite, qui c'est. On a le milieu N1, on a le milieu N2. Alors, donc, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on va obtenir ici? On dit qu'on a une réflexion. On va ici avoir une réflexion totale. Ça, c'est une réflexion totale. C'est clair? Alors que ici, qu'est-ce qu'on avait ici? Qu'est-ce qu'on avait ici? On a une réflexion. Donc, il est qu'un sédique total. Réflexion. Partielle. Tout simplement, réflexion partielle. Et voilà. Alors, donc, si vous avez, donc, Inaya, probablement, en fait, sûrement, l'angle I1, comment il était? Qui va qu'un I1? Regardez, les trois cas de figure. Pour avoir une réflexion partielle, comment doit-on choisir I1? I1 inférieur ou égal à I1 limite. C'est très bien. Inférieur ou égal à I1 limite. D'accord? C'est-à-dire, donc ça c'est la limite. Donc là, on va avoir une réflexion partielle et une transmission partielle. Ben, qui dit réflexion partielle dit également transmission partielle. Mais quand tu dis réflexion totale, ça sous-entend une transmission. Il n'y a pas de transmission. Transmission nulle, alors. Il y a une transmission nulle. C'est clair? Voilà. Et donc, voilà, donc, tu vois, donc, en général, vous vous rappelez tout en haut quand j'avais écrit, quand j'avais dessiné, je reviens, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Quand j'avais écrit la position du problème, voilà, et la position du problème. Qu'est-ce que j'ai écrit? Je vous ai dit que expérimentalement, on a remarqué que lorsqu'il y a un rayon qui va arriver, qui va venir frapper la frontière, qu'il y a une partie qui se réfléchit, une partie qui se transmet. Et vous avez remarqué que j'ai écrit les angles linéaires, je ne les ai pas écrits égales. C'était I1, I1', quelqu'un connaît I2. J'ai mis n'importe quoi, parce que je ne connaissais pas encore les lois de Descartes. Donc j'avais le droit de mettre ce que je veux. D'accord? Ah, maintenant, quand j'écris les lois de Descartes sur la réflexion, c'est Descartes qui me dit que I1 égale à I1'. Donc, en gros, si vous avez un dioptre, lorsqu'un rayon qui va arriver, avec le rayon, il va donner naissance une partie. Si vous voulez, on peut utiliser également le vocabulaire de l'énergie. On va dire, une partie de l'énergie, elle est réfléchie, et l'autre partie, elle est transmise. C'est clair? Sauf que, le cas un peu particulier,
c'est le cas où, lorsque N1 est inférieur, pardon, N1 elle est supérieur à N2. C'est là où on a le phénomène de la réflexion totale. Donc, le phénomène de la, parce qu'il y a la réflexion limite, hein, qu'il y a la réflexion totale. La réflexion totale, lorsque vous avez N1, c'est le cas, c'est dans ce cas-là. Lorsque N1 est supérieur à N2, c'est là où il faut s'attendre à des situations où vous avez une réflexion totale. Alors, la réflexion totale, en fait, elle est très utilisée. Très, très utilisée. C'est pourquoi on lui affecte, on lui donne beaucoup d'importance. Alors, l'utilisation. Alors, donc, pardon. Alors, maintenant, la première application, c'est dans les fibres optiques. Voilà. Les fibres optiques. Alors, شنو هاد les fibres optiques؟ Les fibres optiques qui ياخذوا par exemple qui يكون عندك هنايا واحد جوج لي ميليو ترونسبارون. Donc un cylindre à l'intérieur de l'autre. Là, vous allez avoir un milieu d'indice N1 ou un milieu d'indice N2. D'accord? Et puis, bien sûr, avec N1 supérieur à N2. Donc, si je fais de tuyau, si je fais une face, voilà ce que je vais avoir. Je vais avoir un truc comme ça. D'accord? Donc, ça, c'est l'axe. Avec le milieu d'indice N1 ou le milieu d'indice N2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer un rayon. On va dire le rayon comme ça. Le rayon. Je précise quand même, que N2 elle est inférieure à N1. Donc, il y a le rayon incident. De la droite que je trace, qu'est-ce qu'il représente? La normale. Alors, où est l'angle qu'est-ce qu'il représentait? Ça, c'est l'angle d'incidence. Ça, c'est l'angle d'incidence. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on s'arrange, d'accord, à prendre I1 supérieur à I1 limite. C'est-à-dire quoi I1 il est supérieur à I1 limite? Ça veut dire que le rayon qui va arriver ici, normalement, il devait donner naissance à quoi? À un rayon. Oui, vas-y. À un rayon réfléchi et un rayon transmis. Puisqu'on a travaillé avec I1 supérieur à I1 limite, là, qu'est-ce qu'on va voir? Une réflexion totale. Très bien. C'est où est le rayon? Il va arriver, il va frapper ici, la même histoire, il monte, etc. Et puis, vous allez avoir de la lumière qui se propage à l'intérieur du tuyau. Où est le fibre optique? Où est la lumière? Il va servir pour transporter des informations. Des informations codées, décodées, tout ce que tu veux. Donc, c'est le principe. Donc, les fibres optiques, ce sont des systèmes qui se basent exclusivement sur la propriété de la réflexion totale. D'accord? Donc, il connaît une réflexion totale. Mais bien sûr, il est quand même I1. Si on avait pris I1 inférieur à I1 limite, là, à ce moment, qu'est-ce qu'on va avoir? Une partie, il va passer de l'autre côté. Seule une petite partie qui va être réfléchie. Et on aura une perte de l'information. Il faut qu'on s'arrange à avoir I1 supérieur à I1 limite. Il y a un deuxième exemple de la réflexion. La deuxième application, c'est le périscope. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Le périscope. Où est-ce qu'on utilise le périscope? Alors, donc, vous voyez, donc, les sous-marins, donc, ils connaissent le sous-marin, le fond de la mer, d'accord?
Et puis, quand ils veulent observer ce qui se passe à l'extérieur, ils font sortir le périscope. Donc, c'est un petit cylindre qui repose. Et là, avec les militaires, ou avec les, voilà, ils commencent à observer ce qui se passe à l'extérieur. Par exemple, un bateau ennemi, etc. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça fonctionne? Le périscope, c'est ça. Où est le périscope? Comment il fonctionne? Ben, il fonctionne de la manière suivante. Donc, vous avez alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On met ici ce qu'on appelle un prisme. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça. Donc, le prisme. D'accord? Et puis, vous avez le rayon incident, voilà, qui vient de l'objet. Donc là, je vais définir, qu'est-ce que je vais définir ici? Je ne l'ai dit. La normale. La normale, l'angle, quoi il va correspondre à l'angle? C'est l'angle d'incidence, I1. Donc, il faut s'arranger pour que I1 soit supérieur à I1 limite. Ou si I1 supérieur à I1 limite, donc qu'est-ce que je vais avoir? On a une réflexion totale. À l'arrivée, en bas, on va mettre ici un deuxième prisme. D'accord? Et puis, le rayon, il va arriver ici, monte là, on a une réflexion totale, et puis il sort par là. Et comme ça, donc, vous allez avoir, ça c'est la mer. Hein? La mer, là, etc. C'est l'eau, etc. Et pourtant, là, tu es la personne qui est ici, donc il pourra arriver à voir ce qui se passe à ce niveau-là. Donc là aussi, c'est le périscope, il utilise le principe de la réflexion totale. Il y a un autre exemple de la réflexion totale. Notre exemple, c'est les appareils photo. Alors, donc, quand tu prends un appareil photo, par exemple, qui connaît un truc comme ça, donc vous avez ici, ça c'est l'objectif, hein, et qu'on met avec le truc là, ah, bon, en gros, c'est comme ça. Là, vous photographiez un objet. Vous voyez qu'avec le professionnel, la personne qui se charge de prendre les prises, alors son œil, il le place ici. Alors, donc, comment le système il fonctionne? Ben, de la même manière que dans le périscope, vous avez de la lumière qui va arriver. Hein, il va arriver de ce côté. Et là, on va mettre ici un... Bon, non. Un truc comme ça, voilà, avec le prisme. Donc la lumière, il va pénétrer, il va subir ici une réflexion totale, et puis il va monter. On va voir ici un autre prisme. Je ne respecte pas là. En fait, ça va sortir par là. Donc c'est un système de les prismes, mais avec le fikra, avec l'idée de la réflexion totale. Et puis là, tu vas mettre ton œil pour observer les choses. Voilà, donc ces trois applications, l'idée de la réflexion totale. Ok. Alors maintenant, pour clôturer, ça c'est un dernier paragraphe, grand 5, principe de Fermat. Voilà, je nous le principe de Fermat. Le principe de Fermat, qu'est-ce qu'il dit? Le principe de Fermat qui dit, d'abord, avant de parler du principe de Fermat, il faut qu'on parle un petit peu de le chemin optique. C'est quoi? Le chemin optique. Alors, sur le chemin optique, je m'explique. Imaginons, vous avez un milieu transparent. Donc, bien sûr, tous les milieux que, même si j'oublie de le mentionner à chaque fois, mais les milieux auxquels on a affaire, l'optique, ce sont des milieux transparents. D'accord? Donc, nous, on ne nous parle pas des milieux opaques. Ben, les milieux opaques, ça ne nous intéresse pas. Parce que c'est un milieu qui n'autorise pas la propagation de la lumière. Je considère un milieu qui est transparent. Donc, tous les milieux d'IENA,
sont des milieux qui sont transparents. Mais pas nécessairement homogènes. Hein. Pas nécessairement homogènes. Pas nécessairement homogènes. Ça veut dire que N peut éventuellement dépendre de M, l'indice. Alors, je m'explique. Je vais prendre le milieu transparent, voilà, c'est ce milieu-là, transparent. Et puis, vous avez, je dis les points. Vous avez un point A et un point B. D'accord? 2 points, on dit le milieu. Ensuite, je vais te demander, trouve-moi une courbe. D'accord? Trouve-moi une courbe qui relie A et B. Une courbe. Donc, il y a combien de courbes qui relient A et B? Il y a combien de courbes qui vont relier A et B? Infinité. Une infinité. Donc, chacun d'entre vous, il peut proposer la courbe. Donc, la courbe que je vais dessiner ici, c'est une courbe au sens mathématique du terme. D'accord? Voilà, ça, c'est une courbe n'importe comment. Je prends... Voilà. D'accord? Ça, c'est une courbe mathématique. Est-ce que c'est un rayon lumineux? Non, ce n'est pas un rayon lumineux. Ça, c'est une courbe. Ça, c'est une courbe. Je vais appeler le courbe C, mais c'est une courbe qui est vraiment quelconque. D'accord? Ensuite, je vais prendre ici le point M. Un point M de cette courbe. Ou là, je vais prendre tu vois, ici, regardez, D de S. Qu'est-ce que j'entends par D de S? D de S, c'est un élément de la courbe. C'est un élément abscisse curviligne. Donc, D de S, bon, c'est l'abscisse curviligne. L'abscisse curviligne. Donc, vous pouvez écrire D de S, vous pouvez écrire D de L, libre, pas de problème, comme tu veux. C'est un élément de la courbe. Et puis ensuite, je vais vous donner, on donne également N de M. Je capte N de M. Ben, N de M, c'est quoi N de M? Je n'ai N de M. C'est quoi N de M? N de M, c'est quoi? N de M, c'est l'indice. C'est l'indice optique fait. C'est l'indice optique ou l'indice de réfraction fait en M. C'est bon? Bien. Alors, d'abord, c'est quoi le chemin optique? Voilà, donc le chemin optique, d'abord la définition. Le chemin optique. Le chemin optique. Qu'on va noter AB, comme ça, entre parenthèses. Le long de C. Le chemin optique le long de C. Et, c'est le chemin optique ABL qui est égal l'intégrale d'L D de S divisé par N de M en allant de A jusqu'à B à travers la courbe C. Et de la quantité, c'est ce qu'on appelle le chemin optique. Le chemin optique, à votre avis, je vais l'unité d'Yellow. Ça va être son unité. Mètre. Pas d'unité. Attention. Mètre. Mètre. C'est le mètre. L'indice tout à l'heure, je ne l'indice. L'indice. Il n'a pas d'unité. L'unité. Ou D de S, l'unité d'Yellow, c'est quoi? C'est le mètre. D'accord? L'indice d'Yellow, c'est le mètre. D'accord? Voilà. Donc, voilà, donc c'est ça. C'est le chemin optique. Donc, ça se peut très bien que quelqu'un d'autre propose un autre chemin. D'accord? Il peut proposer le chemin. Quelqu'un il va dire, monsieur, moi j'ai une autre proposition, je propose de relier A et B en faisant ça. Et puis, il va appeler ça C'. Et donc, lui aussi, il va le point, on va appeler ça, c'est le point M'. Et puis, lui aussi, il va calculer le chemin optique sur le chemin. Sur la courbe, pardon. Donc, il y a plusieurs courbes. Et sur chaque courbe, on peut calculer l'intégrale. Bien entendu, les intégrales, est-ce qu'ils vont nous donner la même valeur? Est-ce qu'ils vont donner la même valeur? Oui ou non? Non, ils ne vont pas donner la même valeur. D'accord? Non, ils ne vont pas donner la même valeur. Qu'est-ce qu'il va donner? Bien, alors, le chemin optique, à quoi il correspond? Le chemin optique. C'est une distance.
C'est une distance. Alors maintenant, si je vous demande l'intérêt ou bien la signification, c'est quoi la signification? D'abord, si je vous pose la question suivante. Si par hasard, le rayon lumineux, si la lumière empruntait cette trajectoire, s'il emprunterait cette trajectoire, conditionnel, s'il emprunterait de la trajectoire C, si, des rayons lumineux, ce ne sont pas des trajectoires de la lumière, ça ce sont des courbes. Mais si la trajectoire coïncidait exactement avec un rayon lumineux, je nous disons la durée du parcours. Si la trajectoire, si C coïncide avec un rayon lumineux. Bon, alors à ce moment-là, quelle serait la durée du voyage? Quelle serait la durée du voyage de A vers B suivant selon C? Alors regardez bien. Si je divise, donc pour parcourir D de S, donc pour parcourir le tronçon, le tronçon. Quelle est la durée pour parcourir D de S? Il faut combien de temps pour parcourir D de S? La vitesse sur DDS? C'est D de S sur la vitesse. Sur la vitesse. Très bien. Donc, il va connaître D de S sur quoi? Sur V. Mais dès que V, on va écrire V de M. Donc, il y a D de T. D de T, ça, c'est la durée pour balayer, pour parcourir D de S. Maintenant, pour parcourir le trajet colo, donc il faut intégrer de A jusqu'à B, le long de C. Alors, donc, la durée du voyage, l'intégrale, là. Il est où il dit, ok. Oui, il est où il dit. Ok. Monsieur, Vas-y, oui, vas-y, je t'écoute. monsieur, wesh, DS déplacement élémentaire. Exactement, c'est le déplacement élémentaire. C'est le déplacement élémentaire. Très bien. Alors, donc, il donne l'intégrale, ça, je vais l'appeler, ça, c'est taux. Taux indice C, c'est-à-dire, ça, c'est la durée du voyage le long de C. Ou c'est l'intégrale de D de S sur V de M. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, entre A et B, selon C. Je vais multiplier ici par C et diviser par C. Avec C, la célérité de la lumière. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? C, 1 sur C. Ah, d'accord. Donc, en gros, la durée du voyage, c'est le chemin optique, d'accord, selon la trajectoire C, divisé par petit c. Ah. Ce qui veut dire, pour les gens qui avaient choisi la couleur violette, la couleur violette, pour les gens qui avaient opté pour le chemin, je vais leur demander, c'est quoi la durée de votre voyage? Ils vont me dire, c'est notre chemin optique divisé par C. Les gens qui vont choisir, je ne sais pas, de la trajectoire, de la courbe, ils vont faire ça. Ça va être 6 secondes. Je vais leur dire, si la lumière avait pris le chemin gris, quelle sera la durée nécessaire pour la parcourir? Ils vont me dire, c'est le chemin optique qu'on va calculer pour être la trajectoire et qu'il faut diviser par C. La signification, vous avez compris un peu la signification de le chemin. Le chemin optique va me permettre de déterminer quoi? De déterminer la durée du voyage si la lumière empruntait dès que la trajectoire. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que les courbes que j'ai dessinées avec les différentes couleurs, est-ce que ce sont des rayons lumineux ou bien c'était juste des courbes? Monsieur, Oui.
l'indice n égale à t sur v. Alors, غادي يكون ds fois n, pas ds sur n, n'est-ce pas? Oui, oui. Attends. Pardon. Je crois que... Ah, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Merci énormément. Merci beaucoup. Désolé, je rectifie, hein? Donc, c'est n de m fois dds. Pardon, j'ai complètement rectifié. Pardon, je suis désolé. Et merci beaucoup pour avoir intervenu. Alors, donc, je rectifie, hein? Et je rectifie, hein? Voilà, je rectifie partout. Donc là, c'est sur V, effectivement. Ça, c'est D de S sur V de M et la fois C sur C. Et donc, ça va faire, c'est 1 sur C, l'intégrale d'N de M fois D de S entre A et B le long de la courbe C, qui est égal au le chemin. Merci beaucoup. Voilà, donc j'ai écrit le résultat final correct, mais là, je me suis trompé. Merci, voilà. Donc, j'ai rectifié. De toute façon, le cours que je vous envoyais, c'est écrit correct. Voilà, c'est ça. Donc, ça, j'ai rectifié là, j'ai rectifié là. Donc, c'est le chemin optique. Très bien. Qu'est-ce que j'écris le paragraphe grand 5? C'était quoi le titre? Je ne sais le titre. Principe de Fermat. Ah, donc, de petit b, on va énoncer le principe de Fermat. Énoncer du principe. Qu'est-ce qu'il dit, le principe? Qu'est-ce qu'il dit? Je suis désolé, je vous ai pris beaucoup de temps. Mais je vais terminer dans une petite seconde. Alors, le principe de Fermat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la lumière, c'est la première fois que je vais citer la lumière, pour aller de A à B. Donc, il y a combien de courbes qui vont relier A et B? Combien de courbes qui vont relier A et B? Il y a la courbe C1, une infinité. La courbe C2, la courbe C3, la courbe C4, etc. Donc, il y a des courbes. Mais la lumière, maintenant, la lumière que je vais dessiner en rouge, la lumière, pour aller de A à B, il va prendre lequel de ces chemins? Alors, la lumière, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va prendre les chemins de Kamli et il va calculer pour chaque chemin, la lumière, aussi il a un petit calculateur dans la tête, il va calculer taux 1, et taux pour le chemin 1, et taux 3, et taux 4, et taux 5, etc. etc. Il va se dire à elle-même, si je prends le chemin 1, le voyage, il va me prendre une journée. Si je prends le chemin 2, il va me prendre 3 jours. Si je prends le chemin, il va me prendre 1 heure. Si je prends le chemin, il va me prendre, etc. etc. Alors, donc, il fait le calcul et il pose devant elle toutes les éventualités, toutes les possibilités. Et puis, finalement, il va prendre lequel de ces chemins? Il va prendre Le plus court. Le plus rapide. C'est le plus court, d'accord. Mais le plus rapide. Donc, il va prendre le chemin qu'il va prendre. Et donc là, c'est la première fois que je vais mettre une flèche. Pourquoi je vais mettre ici une flèche? Parce que ce que j'ai ici en rouge, ça, c'est un rayon lumineux. Ça, c'est le rayon lumineux. D'accord? Les autres, c'était juste des courbes. Donc, la lumière, le rayon lumineux, il va coïncider avec lequel de ces rayons de Kamli? Ben, il va coïncider avec le rayon, avec la trajectoire, ou bien il va emprunter la trajectoire qui va engendrer une durée la plus courte. Mais qui nous a dit ça? Qui vous a dit que la lumière, il va prendre? Qui vous a dit que la lumière, il va emprunter le chemin le plus court? Qui vous a dit ça? Qui vous l'a dit? Où est-ce que vous avez la lumière. Principe de Fermat. C'est le principe de Fermat, exactement. Ouais, c'est le principe de Fermat, c'est ça. Parce que on pourrait très bien se poser la question, mais pourquoi le chemin court? Pourquoi il ne va pas prendre le chemin le plus court? Pourquoi ça? Et comment c'est un principe. À l'image du PFD mécanique, on admet, ce sont des résultats, ce sont des postulats de la physique. D'accord? Donc Fermat a dit que, bon, c'est très tôt, vers 1600 quelques, donc il a dit que, regardez, la lumière, parmi toutes les trajectoires possibles, parmi toutes les courbes possibles,
alors elle, il va prendre le chemin le plus court. Ou l'énoncé dit le principe de Fermat. C'est ça? Donc, si par exemple, dans un exercice, si par exemple, je te dis, dans un exercice, je vous dis, là vous avez un point A, ou là vous avez le point B. Et là, ça c'est un rayon, c'est un rayon lumineux. Ça c'est un rayon lumineux. Donc il faut mettre dans la tête, Lina, tu pourras très bien te poser la question, mais pourquoi il a pris le chemin? Pourquoi il n'a pas pris le chemin? Et pourquoi pas le chemin? Et pourquoi pas le chemin? Parce que parmi tous les chemins possibles, la lumière, qu'est-ce qu'il va prendre? Le chemin le... Parce qu'elle a fait le calcul et elle a trouvé que le chemin il est le plus court. C'est comme si, par exemple, le matin, vous vous réveillez et vous allez vous dire, regardez, alors ce matin-là, vous êtes tous sur Tanger, vous allez vous réveiller le matin, vous allez dire, ce jour-là, je vais partir à Marrakech. D'accord? Avant de sortir, tu dois dessiner dans ta tête la trajectoire que tu vas prendre. Tu vas dire, je vais prendre le train, TGV de A à Casa, puis de Casa, je vais prendre le bus jusqu'à Machno, le bus là, etc. Donc ça, c'est la courbe. Est-ce que tu vas prendre, par exemple, le bus je sais pas, de Tanger à Oujda, puis d'Oujda à Fès, etc. Est-ce que tu peux prendre l'avion de Tanger à New York, puis de New York à Marrakech? C'est comme ça. Il y a plusieurs chemins. D'accord? Si tu veux prendre une destination, tu te réveilles le matin, tu dis qu'il y a la destination, la destination. Quelle est la destination que tu vas prendre? Quel est le chemin que tu vas prendre? Le plus court. Le plus court. Voilà. Donc, il donne la lumière, il pense à notre image. Quand elle se réveille, avant d'aller, quand on lui demande d'aller de A vers B, il se dit attends. Le plus court, il faut voir le chemin le plus court. Maintenant, si le milieu, parce que j'ai parlé d'un milieu qui n'est pas homogène. Si le milieu il est homogène, si le milieu est homogène, à ce moment-là, le chemin le plus court, je dis quoi le chemin le plus court? Le chemin le plus court, il dit qu'on voit une rectiligne. Une droite, exactement. Il dit une droite. Il dit une droite. C'est clair? Il dit une droite. Voilà. Si le chemin est homogène. Alors, le principe de Fermat, en fait, avec la façon que je voulais présenter, il a subi des petites modifications. Ou d'abord, le principe de Fermat, vous allez voir, que je vais vous distribuer, on ne dit pas que la lumière va emprunter le chemin minimal, ça c'est vrai, on va dire le chemin stationnaire. D'accord? Dans les lois modernes, ils disent un chemin stationnaire. Alors, un chemin stationnaire veut dire en quelque sorte minimal. Mais stationnaire, il est un peu plus large. Mais stationnaire, il est un petit peu plus large. Pourquoi? Parce qu'on trouve que dans certains cas, la lumière, il va choisir le chemin le plus long, chez Marati. Certains cas. Mais en ce qui nous concerne, le plus souvent, stationnaire implique pour nous minimal. D'accord? On va voir le TD. Si vous voulez, mais je ne veux pas dire des contradictions, c'est une généralisation. C'est une généralisation. On va généraliser un petit peu le principe de Fermat. Voilà, donc j'arrête ici. J'ai terminé le premier cours de l'optique. Voilà. Donc alors, la prochaine fois, on va commencer les systèmes optiques. Est-ce que nous avons combien de semaines de travail? On ne sait pas sûrement. Est-ce que c'est 5, 6 ou 7? Aucune idée, monsieur. On ne sait pas. Parce que quelqu'un m'avait dit 5 semaines. Parce que je voudrais savoir pour voir quel nombre de cours qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut ajouter, etc. Mais de toutes les façons, ça fait donc, c'est pas grave, nous on va avancer tranquillement. Donc on va découvrir ensemble par la suite l'évolution des choses. Donc voilà, donc je vais envoyer le responsable, et puis c'est comme ça que vous faites hier, je vais envoyer le responsable, et puis il va dispatcher. Oui, monsieur. C'est comme ça. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer des questions, soit sur mon email, Rakinef Moodle. Si vous avez des questions, pas de problème. Vous pouvez à chaque fois me les envoyer.
Ou bien si vous remarquez quelque chose de plus court, si vous voyez une erreur ou la chose qui semble ou là, une idée qui n'est pas claire, là, pas de problème. Voilà. Désolé pour le retard. Et voilà, je vous libère et voilà, donc et bonne fin de journée et à la prochaine fois, Inch'Allah.